tous. Merci d'être présents à ce webinaire sur un sujet qui nous tient donc tout particulièrement à cœur, qui est comment rendre accessibles les chemins de Compostelle pour tous. Aujourd'hui, on va avoir un sacré programme parce qu'il y a 5 intervenants. Je vais tout de suite laisser la parole à Camille Chanel qui va nous parler du diagnostic et des actions menées dans le parc naturel régional des Causses du Quercy. N'hésitez pas à poser, enfin comme l'a dit Laure, à poser vos questions dans le chat et je les relayerai à la fin de la présentation de chaque personne, de chaque intervenant. Bonjour, merci Manon. Du coup, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. C'est tout beau. Je vais mettre en plein écran. C'est bon, là, vous voyez Oui, plein écran? ça fonctionne. Ok, parfait. Du coup, moi, Camille Chanel, je suis chargée de mission pôle de pleine nature Vallée du Célé et accessibilité au sein du parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy. Et du coup, je vais vous présenter ce qu'on fait, nous, sur l'accessibilité du GR65, principalement sur le tronçon Figeac-Cahors, et de manière plus générale sur le projet Les Causses du Quercy accessible à tous. Je ne peux pas passer les slides. Ah si, ça y est. Du coup, pour commencer, le parc des Causses du Quercy, on est situé du coup dans le département du Lot, pour ceux qui ne le situeraient pas. Un PNR, c'est donc un territoire qui est reconnu nationalement pour la qualité de ses patrimoines et qui développe un projet de territoire de développement des activités humaines et de préservation des patrimoines qui est mis en œuvre par l'ensemble des collectivités du territoire. Et en plus, du coup, les Causses du Quercy, on est reconnu mondialement par l'UNESCO depuis 2017 au travers du label Géoparc mondial UNESCO, qui souligne la qualité du coup du patrimoine géologique des Causses du Quercy. Au niveau touristique, l'accessibilité, c'est un enjeu majeur du coup pour le parc des Causses du Quercy. Notre volonté, c'est vraiment de permettre la découverte du territoire pour toutes et tous, notamment personnes en situation de handicap, et notamment au travers du coup des activités de pleine nature. Du coup, quand on parle d'accessibilité, on est au sens large sur les 4 grandes familles du handicap, donc le handicap moteur, le handicap mental et le handicap visuel et auditif. Et du coup, comme le GR65 traverse tout notre territoire sur le tronçon Figeac-Cahors, il traverse tout le parc d'est en ouest, c'est vraiment un itinéraire majeur pour les Causses du Quercy et ça faisait sens du coup d'y travailler fortement sur l'accessibilité également. Sur ces actions sur l'accessibilité, on ne travaille pas seul au niveau du parc. On anime et on s'appuie sur un réseau qui s'appelle Pleine Nature pour tous 46, qui est un réseau de partenaires engagés du coup pour la mise en accessibilité des activités. Du coup, ce réseau il est composé de profils variés. Donc, il y a des animateurs nature, des éducateurs sportifs, des hébergeurs, des professionnels du handicap, du tourisme, des collectivités, des associations. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager collectivement des informations, des compétences et d'avoir une méthode de travail collective et transversale pour vraiment œuvrer collectivement sur ce sujet-là. Et du coup, la création du réseau, de ce réseau Pleine Nature pour tous 46, et le travail sur l'accessibilité du tronçon Figeac-Cahors, ça remonte à 2021. Où un accompagnement, une formation sur l'accessibilité des activités de pleine nature avait été proposé par le parc. Et du coup, c'est suite à cette formation que le réseau s'est créé. Et en parallèle de cette formation et du coup du début de ce travail collectif sur l'accessibilité, il y avait une étude sur l'accessibilité PMR du GR65 sur le tronçon du Figeac-Cahors qui avait été menée par Humaine, Univers Montagne Esprit Nature, en partenariat du coup avec l'Agence française des chemins de Compostelle. Et du coup, ce diagnostic il nous a permis de connaître l'accessibilité du chemin pour chaque étape, comme vous le voyez sur la carte avec des codes couleurs, tronçon par tronçon, et d'identifier du coup des variantes, des préconisations aux besoins pour avoir un itinéraire qui soit entièrement accessible. Et ça a permis aussi du coup de référencer tous les hébergements, services accessibles aux personnes en situation de handicap moteur le long du chemin. Suite à ce diagnostic, du coup, on a des offres de randonnée et d'itinérance accessibles pour les personnes en situation de handicap moteur qui ont vu le jour. On a du coup une randonnée accessible à la journée que vous avez là à l'écran de l'Aiguille à Gréalou qui a été proposée. De l'itinérance sur 2 jours et de l'itinérance sur 3 jours. Quelque chose d'important dans ces offres du coup de randonnée ou d'itinérance, c'est du coup vraiment la mise en avant des difficultés sur le parcours
pour que chaque personne puisse voir si oui ou non elle va pouvoir le réaliser et quelles sont voilà, vraiment les difficultés à prendre en compte sur chaque étape. Et parfois, dans le cadre du programme d'écosserie, qui est les animations du parc que l'on propose au grand public, on propose des fois des journées de randonnée accompagnées sur ces itinéraires. Et notamment en octobre dernier, on a proposé une journée de randonnée accompagnée par un animateur nature sur ce tronçon Béduet-Gréalu. Ensuite, l'une des recommandations du coup qu'on avait eues suite à ce diagnostic, c'était de s'équiper en matériel adapté pour aller sur les chemins. Différents matériels avaient été proposés et nous, du coup, on s'est équipé du fauteuil roulant tout-terrain Hippocampe que vous avez en photo à l'écran, qui avait été identifié comme particulièrement intéressant pour nos chemins sur les côtes du Quercy parce qu'il n'est pas trop large. Et il est bien adapté pour les chemins concernés et surtout, il est très facile à prendre en main pour des personnes qui n'ont pas forcément déjà utilisé ce type de matériel. Du coup, c'est un fauteuil à 3 roues qui est poussé par quelqu'un à l'arrière et éventuellement tracté en plus par quelqu'un devant, comme vous voyez sur les photos. Il n'est pas fait pour être utilisé en autonomie du coup par la personne qui est dans le fauteuil, mais vraiment pour être poussé, accompagné par quelqu'un. Et il est démontable et facile à transporter. Il rentre assez facilement dans un coffre de voiture plié, ce qui est vraiment du coup pratique. Et du coup, on le prête gratuitement à la maison du parc. Toute personne peut venir, le réserver, venir le récupérer et faire ses randonnées sur le parc ou à proximité avec ce fauteuil. On l'a depuis 1 an maintenant. Il est sorti surtout l'été dernier pour soit des utilisations personnelles, soit sur des manifestations, des événements. Et là, il recommence à sortir un petit peu pour la saison. Et là, du coup, vous avez des photos de la sortie de test qu'on avait réalisée justement au niveau de Gréalu. À ma connaissance, il n'a pas encore été utilisé, emprunté pour les propositions de randonnée ou d'itinérance que je vous ai présentées juste avant, mais pour d'autres balades sur les chemins du territoire. Et en plus du coup de ce prêt de matériel-là, on référence aussi d'autres matériels en prêt sur le territoire, et notamment des joëlettes ou d'autres fauteuils roulants qu'on propose dans un annuaire du coup des activités adaptées que l'on référence sur tout le territoire des Causses du Quercy. Et du coup, suite à tout ce travail-là, qui nous a permis de faire à la fois l'étape diagnostic de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la mise à disposition de matériel, l'idée, ça a été d'aller plus loin et dans le cadre des actions avec l'IPAMAC, qui est l'association des parcs du Massif central, avec qui on travaille du coup sur la question de l'accessibilité des itinérances. On a fait le choix d'aller plus loin et de poursuivre le diagnostic de l'accessibilité du GR65 sur les autres types de handicaps, des handicaps mentaux, visuels et auditifs. L'idée, c'était du coup d'innover et d'aller plus loin pour essayer d'avoir des offres pour tous les types de handicaps sur un même itinéraire. Et l'enjeu, du coup, ça a été de refaire un diagnostic de tout l'itinéraire, mais spécifiquement axé sur ces handicaps. Et du coup, de la même manière, d'identifier tous les services, toutes les offres accessibles pour pouvoir proposer quelque chose de complet et d'adapté. Et ensuite, il y aura aussi, je laisserai ensuite Florian Vallée présenter plus en détail le travail qui est mené par Activandi, mais tout l'appui aussi à la commercialisation de ces offres-là pour les faire connaître. Du coup, ce travail, il est en cours, il se terminera là à la fin du mois de juin, juste avant l'été. Et il est vraiment axé aussi en lien avec les d'autres parcs du Massif central. Je laisserai aussi Florian du coup le préciser, mais c'est un travail qui est mené dans différents parcs et l'idée, c'est vraiment d'arriver, même à l'échelle Massif central, à avoir du coup des offres adaptées sur des itinérances. Voilà donc globalement ce qui a été mené, ce qui est en cours pour le chemin accessible dans les Causses du Quercy. L'idée, c'est vraiment du coup de penser à tous les handicaps et de pouvoir adapter au mieux les offres pour tous et permettre au plus grand nombre de pouvoir venir tester et découvrir le chemin à sa manière. Ce qui est important pour nous pour que ce travail-là puisse fonctionner, c'est vraiment le côté réseau. On s'appuie vraiment sur du coup ce réseau Pleine Nature pour tous 46, qui est pas un grand réseau, mais ça nous permet quand même de s'appuyer sur le territoire, les personnes qui sont là dans les Causses du Quercy et qui partagent cette même envie commune de rendre le chemin accessible. C'est du coup vraiment l'idée, c'est de construire ça tous ensemble. Et ensuite, après ce diagnostic-là, du coup, on aura des offres pour les
4 grandes familles de handicap sur le GR65. Et on pourra du coup éventuellement mettre des choses en place, mettre en place les préconisations qui pourront nous être faites suite au diagnostic mené par Activandi, ou éventuellement voir pour dupliquer ce travail-là sur d'autres itinéraires du territoire aussi, pour rendre de la même manière d'autres itinéraires accessibles. Je vous ai mis dans la présentation du coup qui sera partagée quelques éléments de ressources pour aller un peu plus loin sur ce qui est fait avec du coup l'annuaire complet du réseau Pleine Nature pour tous, avec toutes les offres adaptées au-delà de l'itinérance et du GR65, et la vidéo de présentation du projet Les causes du quartier accessible à tous si vous voulez plus d'informations. Merci. Du coup, je vais voir avec Manon s'il y a quelques questions, et puis je laisserai Florian du coup prendre la suite pour dans la continuité présenter ce qui est en cours sur le GR65. Merci beaucoup Camille. Alors pour le moment, il n'y a pas de questions, juste une personne qui souhaiterait recevoir le support de présentation. Donc si les intervenants sont d'accord, pas de souci, on pourra les envoyer. J'ai volontairement rajouté des choses en plus pour justement les personnes qui voudraient recevoir. Parfait. Alors, il y a une personne qui souhaite... J'aurais une question aussi. Oui, dites-nous. Je voulais savoir, parce que vous avez fait donc, dans le diagnostic la liste de tous les obstacles ou difficultés pour les handicaps moteurs. Et je voulais savoir si des aménagements avaient été vraiment mis en place ou simplement l'adaptation du fauteuil. Non, alors c'est plus des variantes qui ont été proposées. Avec justement au lieu de passer vraiment sur l'itinéraire classique, on va prendre un chemin qui contourne justement les obstacles, ou c'est plus sur un système de variantes qui a été mis en place que vraiment d'aménagement travaux. Ok, donc à chaque fois vous avez pu trouver des variantes qui existaient déjà en fait. Oui, alors pas forcément à chaque fois, au maximum Humaine avait trouvé des variantes, et sinon après c'est des difficultés qui sont identifiées, mises en avant. Et après, en effet, ça ne passe qu'avec un fauteuil tout-terrain et pas un fauteuil classique. Ok. Merci. Merci pour cette question. On a également une autre question. Alors, c'est est-ce que les parties prenantes ont participé financièrement? Sur le diagnostic, c'était du coup, non, c'était le parc et l'agence qui ont participé, et sur l'achat de l'hippocampe aussi. C'est le parc et l'agence française des chemins de compostelle. Et du coup, la question des aménagements, c'est ce que je disais. Je vois les questions en même temps. Du coup, non, on est sur des variantes. Il y a également une autre question. Des itinéraires urbains sont-ils envisagés? Alors, pas ce qui est envisagé au niveau des autres itinéraires, c'est du coup, nous là, on s'est équipé du fauteuil roulant hippocampe. Et maintenant qu'on a ce fauteuil, l'idée, c'est on est en train de travailler là-dessus, justement, sur la création d'un petit référentiel, un petit guide de chemin et d'itinéraire accessible avec l'hippocampe, pour proposer plusieurs randonnées un peu partout sur le territoire avec ce fauteuil. Et en effet, on s'est posé la question au niveau de Cahors, justement, de la ville de Cahors, de pouvoir proposer éventuellement d'utiliser en tout cas ce fauteuil dans Cahors, notamment du coup, à niveau de Cahors, on a des rues pavées, c'est pas forcément très très accessible en fauteuil classique. Du coup, pourquoi pas proposer aussi des choses à ce niveau-là. Après, c'est pas, il y a rien de défini pour l'instant, c'est une idée. Parfait, merci beaucoup. Ah, encore une question. L'aménagement du chemin sur certains tronçons est-il envisagé? Non, il n'y a pas pour l'instant du coup de projet de faire des aménagements directement sur le chemin. On reste sur sur l'itinéraire qui a été proposé suite au diagnostic et sur les variantes qui sont identifiées. Et par rapport à la prochaine question, quels sont les critères qui constituent le référentiel des chemins accessibles? On pourra peut-être aussi envoyer l'étude humaine. Oui. Mais là, je pense que la question, elle porte du coup sur celui qu'on est en train de faire pour l'hippocampe. Nous, du coup, en fait, on n'a pas forcément pour l'instant identifié de critères précis, hormis du coup la largeur du chemin par rapport à la taille du fauteuil, la pente aussi, qui n'est pas une pente excessive, parce que le fauteuil il fonctionne uniquement sur un système de poussée ou de traction, donc il faut que les personnes puissent accompagner tout du long. Et après, de stabilité aussi du chemin, qu'on ne soit pas sur des cailloux glissants et tout ça. Mais du coup, pour construire ce référentiel, on a monté un groupe de travail, et l'idée, c'est de plus venir identifier en fait des itinéraires de randonnée existants sur notre territoire,
et de les tester en fait avec l'hippocampe et voir si en effet oui ou non ils sont accessibles et enfin voilà, vraiment l'idée c'est vraiment de tester tous les chemins pour confirmer si oui ou non ils sont accessibles. Merci beaucoup. Alors, on va passer tout de suite, donc comme l'a introduit Camille, on va passer tout de suite à la présentation de Florian Vallet, qui travaille au sein d'Activandi et qui va nous parler un petit peu du diagnostic et des actions qui sont en cours au sein de plusieurs parcs. Alors, Florian, donc ton support est bien partagé. Ah oui, pardon, oui, j'avais coupé mon micro. Donc bonjour, merci à tous. C'est vrai qu'effectivement, comme l'a dit Camille, on accompagne le parc naturel des Causes du Quercy, mais on fait la même mission sur le parc naturel de l'Aubrac, du Périgord-Limousin et du Morvan. Et plus largement, l'aménagement de sentiers aussi, c'est ce que nous faisons nous au quotidien. Donc voilà, je vais essayer de partager à la fois quelques tips, quelques méthodologies qu'on fait, et à chaque fois, voilà, une partie un peu plus rapidement théorique et un peu plus pratique. Donc nous, à Activandi, on a une partie effectivement aménagement, formation, et puis aussi une partie agence de voyage, puisque pour nous, quand on aménage un site, il faut aussi pouvoir le promouvoir derrière, donc par des séjours touristiques ou accompagner spécifiquement des offices du tourisme. Donc nous sommes quatre dans l'entreprise, donc avec ma conjointe qui est en situation de handicap, nous avons créé Activandi en 2018. Donc je vais passer tout de suite dans la partie de ce que fait Activandi. Donc on accompagne sur de l'ingénierie événementielle et culturelle, donc une grosse part de notre activité, c'est l'aménagement de loisirs accessibles. Donc ça va de décollage de parapente à des via ferrata, en passant par des parcours de santé. Donc une grosse partie notamment pour diversifier les offres touristiques. Et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est la notion de sentier. Donc nous, sur Activandi, depuis qu'on a créé l'outil, on référence des petits itinéraires accessibles à tous les typologies de handicap qui ont été testés. Voilà, donc on en a un petit peu en France et à l'étranger. Et à partir de cette base de données d'itinéraires qui sont un peu sécurisés et encadrés. Donc à chaque fois, on y met les toilettes, les points d'eau, table de pique-nique, pour vraiment sécuriser les balades. Et à partir de ce référencement, on nous a commencé à nous demander, ben, maintenant que vous les référencez, on va passer à l'étage supérieur. Donc, on va partir maintenant, je vais vous présenter la partie plutôt aménagement. Alors, enfin, aménagement, on va mettre un peu des guillemets, mais voilà, comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions pour réfléchir sur l'accessibilité? Donc, nous, notre philosophie, c'est ce que j'appelle le confort pour tous. Donc, c'est-à-dire penser un usager pour plusieurs usagers. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée quand on propose de mettre du mobilier ou de la sensibilisation sur les sentiers. Donc, je vais partir de ce qu'on fait dans les parcs d'Écosse du Quercy. Donc, nous, la première des missions, c'est de se promener, de parcourir du coup le sentier que vous a présenté Camille sur le GR65, fait du coup 90 km entre Figeac et Cahors. Donc, la photo en haut, voilà, on a arpenté le chemin avec une personne qui est non-voyante et son chien pour connaître les besoins de la personne, pour aussi découvrir les différents services annexes qu'on peut trouver. Donc on le fait aussi, voilà, je le fais avec ma conjointe sur d'autres typologies de sentiers, mais la méthodologie reste la même. Et parfois on prend des outils GPS plus précis pour avoir une trace GPS du parcours plus précis, ce qui m'amène à la deuxième partie pour que justement un non-voyant qui utilise beaucoup les commandes vocales puisse avoir un chemin qui soit, on va dire, proche de la réalité. Voilà. Je rentre pas dans le numérique, mais voilà, il faut qu'il soit proche de la réalité. Avec Camille, les autres parcs aussi, on a créé quelque chose. Alors, ça n'existe pas vraiment sur le marché. Ça s'appelle des Randy-guides. Donc, c'est vraiment pour préparer sa sortie. Donc, on a pris le tronçon de 90 km et on l'a segmenté en tronçons d'une dizaine de kilomètres avec à chaque fois, bah, pour le confort pour tous, bah, qu'est-ce qu'on peut retrouver, les dangers,
Vous voyez qu'on y met des photos pour vraiment préparer sa sortie, les pentes, les parties un peu difficiles, caillouteuses, etc. Et comme dans les Causes du Quercy, ils sont au Géoparc, on a voulu rajouter une section plutôt, alors je veux dire environnementale, mais patrimoniale aussi, expliquer ce que vous rencontrez sur le sentier. Donc vraiment avoir une notion de préparer sa sortie, vraiment avoir pleine conscience de ce qu'on va trouver sur le sentier. Donc voilà, donc ça on en a fait un par parc, donc ça fait voilà, des documents qui font une trentaine de pages, donc voilà. Et parfois, ben, on n'a pas le choix aussi de, comme l'a dit Camille, de proposer du matériel. Alors souvent en adéquation avec ce que font les territoires, donc comme un engin là qu'on fixe sur les vélos pour pouvoir aussi faire des portions accessibles. La troisième étape, c'est que cet arpentage nous permet de faire de la cartographie. Donc on importe des données qui proviennent de systèmes cartographiques français. Et nous, on va bien y créer la donnée. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est de la création pure chez nous, donc où on différencie les troncs des portions de sentiers accessibles à toutes les typologies de handicap. D'autres troncs sont accessibles que pour une typologie de handicap. Ce que vous avez en bleu, on y géolocalise des photos. Voilà, pour à chaque fois, à chaque changement de sol, de montée, de descente, voilà, on y met des photos géolocalisées, plus les différents services. L'intérêt de cette cartographie, c'est pour le grand public, c'est là encore pour préparer sa sortie, avoir de l'information pour préparer sa sortie et aussi pouvoir dire non, cette portion-là est trop compliquée, on va vous proposer plutôt de faire un détour. Donc voilà, donc à chaque fois, il y a tous les services, voilà, les toilettes, les points d'eau, les tables de pique-nique, le stationnement PMR et pas PMR, les toilettes PMR et les autres. Et voilà, il y a à chaque fois. Donc ça, c'est de la donnée qu'on a créée nous-mêmes sur ce système de cartographie. La méthodologie est la même qu'on soit sur un GR65 Compostelle ou des chemins beaucoup plus courts, puisque voilà, sur du 3 à 4 km, on essaie d'avoir la même notion de précision. Et après, dans les recommandations, donc, on essaie à chaque fois de voir large. Donc là, vous avez 3 éléments de préconisation qu'on a faites à des clients sur ben voilà, une cartographie en facile à lire et à comprendre, hein, donc pour les personnes qui ont une déficience mentale et des troubles cognitifs. Donc des cartes faciles, donc ça existe aussi pour la randonnée. Des guides touristiques, pareil, en facile à lire et à comprendre. Et puis de la signalétique aussi. Donc voilà, on essaie à chaque fois d'avoir les différentes typologies de handicap qui puissent bénéficier et puissent se promener. Alors, nous, on fait en sorte qu'ils soient autonomes, mais on sait toujours qu'ils ont un accompagnant. Donc voilà, on essaie d'avoir des choses un peu plus transversales. Et aussi quelque chose que pour pouvoir aider aussi les territoires à passer à l'action, c'est à la fois la partie recherche d'aide financière, puisque parfois certains sentiers sont ce qu'on appelle des plans départementaux d'itinéraires pédestres de randonnée, où du coup certains aménagements peuvent être financés. Certaines régions, voilà, les aires de jeu inclusives. Et puis, comme a dit Camille, on fait aussi des fiches séjour, puisque bah voilà, quand on a quelque chose d'accessible, si on ne communique pas dessus, ben, pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va jusqu'à la commercialisation, la promotion et la mise en avant d'offres de séjours touristiques, puisque nous aussi, on a une agence de voyage, mais ces offres sont diffusées sur d'autres plateformes, puisque voilà, j'ai toujours tendance à dire que Activanti n'est pas le centre du monde, mais qu'il faut que tout le monde puisse trouver quel que soit le canal de communication qu'il utilise. Donc voilà, c'est cinq étapes rapidement sur penser accessibilité, penser rendre un sentier un chemin accessible de Compostelle. Et du coup, bah voilà, ces 5 étapes peuvent s'adapter, quelle que soit la distance, la taille du chemin. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait effectivement sur 4 parcs, mais qu'on fait aussi dans des villes thermales, dans des stations de ski. Donc voilà, c'est des choses qui devient un peu plus, je ne veux pas dire à la mode, mais un peu plus dans l'air du temps. Voilà. Ben, merci à vous et je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Florian. Alors, pour le moment, j'ai pas vu spécialement de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et après, en sachant qu'on laissera aussi un temps à la toute fin du petit déjeuner si jamais il y a des questions qui viennent un petit peu après. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions,
On va pouvoir passer donc la parole à Christophe Miquéchel qui va nous présenter les accompagnements. Ah, il y a eu un message. J'ai eu un contact avec la Fédé Handisport. Eux me disent que l'adhésion à la Fédé. Ah oui, et également, on avait eu un message juste avant que j'ai pas dit, mais qui peut être intéressant pour tout le monde. Il y a un référentiel de description d'un cheminement accessible à l'échelle de l'État qui doit sortir fin 2025 et qui devrait être utilisé par les différents acteurs. Ça, c'est une information qui est intéressante à relayer. Euh, donc, on va passer la parole à Christophe Miquéchel qui va nous présenter les accompagnements menés par Compostelle 2000. Et juste après, il y aura également Stéphanie Buguet qui va apporter son expérience personnelle et sa propre vision en tant que personne en situation de handicap qui va bénéficier de cet accompagnement. Donc, je vais leur laisser la parole. On a eu la suite du message. Alors, la Fédé Handisport qui peut permettre d'avoir des aides financières, des évaluations des chemins et de l'adaptabilité. Voilà, je laisse la parole à Christophe. Bonjour. Attends, je prends l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est tout bon. Bon. Alors bonjour, moi je suis le responsable du PLE des PMR pour l'association Compostelle 2000. Alors Compostelle 2000 est une association de jacquaires, comme il y en a beaucoup en France, et qui est plutôt située sur la région parisienne, mais enfin on draine des personnes qui viennent d'un peu toute la France, y compris de l'étranger. On a même des Suisses et des Belges qui viennent avec nous. Alors concrètement, Compostelle 2000, c'est une association qui s'est fondée vraiment au départ en 1998 dans le but d'emmener jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle des PMR. Et par la suite, Compostelle 2000 a diversifié son action comme l'ont fait beaucoup d'associations jacquaires. Et donc en région parisienne, on s'occupe du balisage du chemin, on s'occupe de faire des randonnées en Île-de-France. Alors pour ces randonnées, la particularité, c'est qu'on essaie de les ouvrir à tous, y compris à des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. On fait l'accompagnement de partants qui démarrent sur le chemin de Compostelle. On donne aussi beaucoup de conseils et de bonnes pratiques sur la façon de faire un sac, sur l'utilisation des topoguides, sur les bonnes applis à utiliser, l'utilisation du GPS, etc. Et puis, on a aussi un certain nombre d'activités culturelles qui permettent aussi d'associer l'ensemble des pèlerins, des marcheurs ou de personnes qui n'ont jamais fait Compostelle, de participer. Parmi les activités culturelles, on fait des expositions, il y a même un prix littéraire, de la peinture, d'écriture pour raconter leur chemin. Et puis, on a en plus de ça des rencontres avant le chemin et des rencontres après le chemin qui permettent d'abord de se préparer, de rentrer dedans, et puis d'ensuite de se lancer dans le chemin. Et puis quand on a fait 80 jours à peu près sur le chemin, c'est à peu près le nombre d'étapes qu'on a entre Paris et Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand on a fait 70 à 80 étapes, eh ben, on a très envie de l'exposer, d'en parler. Donc on fait des rencontres après le chemin, et puis on raconte ses souvenirs également. Chose très importante pour nous, c'est qu'on est maintenant dans un réseau de relations avec toutes les associations jacquaires qui ont toutes des problèmes un peu comparables, et notamment dans l'accessibilité à des PMR. Alors ainsi, on va avoir des associations, d'autres que la nôtre, qui se sont lancées dans des opérations comparables à la nôtre, avec des particularités un petit peu différentes à chaque fois. Mais ce qui est le cœur de notre cible au départ, dans la constitution de l'association, c'est bien faire le pèlerinage pour PMR jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à des PMR, alors, on va dire pèlerins à mobilité ou à autonomie réduite.
on a parmi les pèlerins aussi bien des personnes qui sont vraiment avec des handicaps très lourds, on a parfois emmené des tétraplégiques, que des handicaps plus modestes, des très malvoyants, par exemple des personnes qui ne voient qu'en 2 dimensions ou qui voient en monochrome, ce qui est très handicapant sur le chemin pour voir les obstacles, pour pouvoir cheminer, identifier les balises. Ou bien des personnes qui ont des handicaps psychiques assez profonds, qui fait que, compte tenu des traitements dont elles bénéficient, elles ne peuvent pas se lancer toutes seules sur le chemin. Donc, notre objectif, c'est de permettre à ces pèlerins qui ont envie d'aller jusqu'à Saint-Jacques de partir de France et d'aller jusqu'à Saint-Jacques, donc de faire environ ces 60 à 80 étapes qui permettent d'arriver jusqu'à Saint-Jacques. Alors pour faire ça, on étale ça sur 4 ans, à raison de 15 jours par an, et donc tous les 4 ans, on va redémarrer un nouveau Pélé. Cette année, par exemple, on redémarre de Paris pour faire Paris-Poitiers. Donc on va être en amont des zones qui ont été présentées tout à l'heure. Et notre objectif, c'est vraiment de permettre de faire vivre à tous les pèlerins les mêmes sensations que ce que les valides peuvent vivre sur le chemin. C'est-à-dire aller au même endroit, rencontrer, avoir la possibilité de vivre avec toutes les rencontres qu'on peut faire sur le chemin, de visiter tous les endroits où on peut passer. Parce que tous ces chemins sont balisés, sont jalonnés de choses absolument remarquables, et donc permettre à chacun de pouvoir les visiter, malgré leur handicap. Et puis, bien sûr, de partager l'expérience. Alors, pour faire ça, vous imaginez bien qu'on part avec un petit nombre de personnes à mobilité ou autonomie réduite, et donc on a un nombre de valides importants qui viennent accompagner, et cette année, on a un groupe de 40 qui va partir, avec une dizaine de personnes qui ont des handicaps plus ou moins lourds, mais ils sont intégrés à un groupe de pèlerins à part entière, et donc on va vivre ensemble. On va passer au même endroit, sur les mêmes chemins, vivre les mêmes difficultés et faire tout ça ensemble. Voilà. Stéphanie, je te laisse la parole. Je prends le micro, c'est bon, je crois qu'on m'entend. Oui, vas-y. Voilà, alors donc moi, effectivement, je fais partie de Compostelle 2000 et je suis rentrée dans l'organisation du PLPMR dans le sens où je suis moi-même handicapée de naissance. En fait, j'ai une infirmité motrice cérébrale, donc c'est un problème moteur. Et effectivement, mon idée au départ, c'était moi de faire les chemins en autonomie comme un pèlerin classique. Au départ, je voulais partir toute seule, etc. Sauf que vous constatez, puisque vous connaissez les choses, c'est que il y a peu de choses bien accessibles, surtout en autonomie. Et effectivement, on m'a proposé le PLPMR. Alors, sur le PLPMR, normalement, on part avec ce qu'on appelle une joëlette. Je ne sais pas si tu l'avais présenté, je n'ai pas fait attention aux diapos, Christophe, sur les joëlettes. Et les joëlettes, c'est une chaise à porteur, en fait. Hein. Donc, c'est 2 personnes qui vous tractent, si je peux dire ça comme ça. Ce qui, moi, me posait problème parce que j'ai envie de mon autonomie, j'ai envie de garder cette autonomie. Et donc, je leur ai proposé là, de partir donc, avec eux, mais avec un système de fauteuil roulant à 3 roues. Qui est un fauteuil de randonnée qui s'appelle le Trace, je teste celui-là, on verra s'il y en aura d'autres par la suite, mais voilà, pour garder cette autonomie, parce que moi, c'est ce qui m'importe le plus, c'est même si on a un handicap, de garder notre autonomie au maximum, en fait. J'ai la chance, si je peux dire ça comme ça, d'avoir quand même une certaine autonomie, donc comme disait Christophe tout à l'heure, on a des accompagnants qui seront là pour aider les personnes avec des handicaps lourds sur tout le quotidien de la vie quotidienne, ce qui sera un peu moins mon cas, puisque moi j'ai une certaine autonomie sur me coucher, me laver, etc. Je n'ai pas ce genre de difficultés. Mais voilà, l'idée c'était vraiment d'apporter mon expérience là-dessus en disant voilà, Compostelle 2000 a aussi cette ouverture à dire voilà, on n'est pas fermé justement à ce côté aide, et en même temps, on me laisse une certaine liberté pour dire oui, mais je ne suis pas complètement ouverte à rester sur une joëlette parce que j'ai besoin, voilà, moi, d'avoir cette
cette autonomie d'action, en fait. Voilà. Donc, c'était un petit aparté dans ce contexte de Compostelle 2000 pour vous dire, bah voilà, réfléchissez aussi, si vous le pouvez, à cette façon de dire, effectivement, on peut mettre de l'aménagement, mais poussez encore peut-être plus votre réflexion sur l'autonomie de la personne pour qu'elle puisse rester active, en fait. Voilà. Et donc, pour dire que bah, ça existe aussi. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai aussi effectivement là pour y répondre. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Alors, dans le chat, on avait une personne qui demandait le nom du fauteuil. Donc, il y a les fauteuils hippocampes et les Joëlettes également. Sur la diapo, vous voyez une série de Joëlettes qui correspond au PLE qu'on a fait il y a 2 ans, qu'on a terminé il y a 2 ans. Vous voyez les Joëlettes, pour ceux qui ne connaissent pas. Je me permets de te couper. On voit la première page du diapo. Ah. Ça n'a pas partagé les autres. Essaye peut-être de repartager ton écran. Ça veut dire que vous n'avez pas vu les diapos de ma présentation. On a vu la première page. Ou alors, je peux le partager, moi, si jamais. Je vais avoir la main dessus. Alors. Ah, c'est tout bon. Ça y est, on voit que... On voit les autres diapos. Voilà, là, vous voyez la Joëlette, là? Oui, c'est tout bon. Voilà, en haut à gauche, vous voyez une série de Joëlettes. Ça se compose d'un brancard à l'avant pour permettre à quelqu'un de tirer, d'un guidon à l'arrière pour permettre de pouvoir assurer l'assiette, guider, éventuellement un peu freiner. Dans les situations un petit peu difficiles, on rajoute une corde de chaque côté parce que dans certaines montées, c'est assez agréable d'avoir 2 équipiers qui aident pour tirer ou pour freiner dans la descente. Alors, c'est vrai que ça peut parfois être fatigant quand on fait des marches avec une quinzaine de kilomètres avec la Joëlette, et donc l'équipage peut tourner comme ça. Les personnes sont sur les côtés, peuvent tirer ou pousser suivant le besoin. Et sur le devant à droite, vous avez un autre siège, c'est celui que veut tester Stéphanie cette année, qui est fourni par un hôpital parisien. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est différent d'un hippocampe. Et on va utiliser ça pour Stéphanie cette année à titre d'exemple. Donc c'est un test. Donc cette année, quand on va démarrer, on aura à la fois des Joëlettes et ce siège-là. Je précise sur la photo, parce que là, ça n'apparaît pas. Derrière, il y a un système quand même, parce que si, effectivement, pousser 15 km le fauteuil par jour, vous imaginez bien que sur les épaules, c'est compliqué. Il y a un système de anse pour pouvoir pousser le fauteuil ou le retenir. Mais effectivement, si on arrive sur une pente un petit peu raide, si j'ai besoin d'être un peu aidé pour retenir le fauteuil, il y a aussi cette possibilité-là. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de dire, je peux actionner le fauteuil par moi-même. Et je précise, tu dis hôpital de... Alors oui, c'est l'hôpital de Garches avec qui je travaille beaucoup, mais c'est le comité handisport des Yvelines, du 77 par contre, du Seine-et-Marne, qui me prête ce fauteuil. Voilà. Pour l'expérience. Merci beaucoup. On partagera évidemment le diapo pour que tout le monde puisse aussi voir du coup les autres slides du diapo. Alors, je vais ensuite laisser la parole donc à Juliette Carpentier qui va nous expliquer la démarche et les actions de l'association Les Premiers Pas. Alors, juste avant qu'on démarre, elle avait quelques soucis avec son micro. Je ne sais pas si... Non, toujours pas. On ne l'entend toujours pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler et je vais vous partager le son. Comme ça, vous pourrez l'entendre. Ouais, les aléas du direct. Ah, voilà, c'est bon, vous entendez. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que là, vous souhaitez... Attends, comment je peux faire? Là, je peux faire par là.
Ah oui, et que je coupe le son ici peut-être. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est tout Ça va bon. être chou. Très bien. Bonjour à vous. Tout d'abord, merci Manon. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager l'association Les Premiers Pas. Alors, cette association a été créée en 2011 pour permettre aux personnes d'oser leur chemin avec nous. L'idée est venue, c'est que je faisais une semaine par an en Compostelle et à chaque fois, quand je retournais chez moi, c'était je ne sais pas le faire, j'aimerais bien le faire, est-ce que je peux venir avec toi, comment on fait? Du coup, je me suis dit, mince, il manque l'impulse pour permettre à toutes ces personnes d'oser partir. On sait que le premier pas peut être difficile dans une telle aventure. Donc, en fait, nous proposons un accompagnement permettant à chacun de partir sur les chemins de Compostelle. C'est des petits groupes de 14 personnes et l'idée, vraiment l'idée, notre principale préoccupation, c'est de pouvoir donner la possibilité à chacun de marcher à son propre rythme. Voilà, on va passer à la page 3. Je ne sais pas si elle partage l'écran. Oui. Oui. Alors, évidemment, au départ, j'étais toute seule, donc j'étais enseignante, je partais accompagner des groupes pendant les vacances scolaires. Et puis ensuite, l'association a pris vraiment une belle ampleur. Donc, nous avons une présidente, un vice-président, une trésorière, tout ce que nécessite une association administrative 1901. Et puis, nous sommes 4 accompagnants. Avec vraiment une formation dans l'accompagnement de la personne. On n'est pas du tout touristique et culturel, c'est vraiment l'accompagnement de la personne pour qu'elle puisse se respecter dans son rythme et pouvoir commencer Compostelle en prenant du plaisir avec ce qu'elle est. Donc, on va passer au slide 4. On a plusieurs départs. Donc, vraiment, l'idée du début, c'était vraiment de faire les premiers pas. Du Puy-en-Velay à Nasvinal, et puis on m'a demandé les secondes pas, et puis les troisièmes pas. On a développé aussi du yoga pour allier ces deux particularités. Et puis, moi, le chemin en fait, quand j'ai accompagné le troisième groupe avec ses premiers pas, bénévolement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me forme mieux à accompagner les personnes sur Compostelle. Et du coup, je me suis reconvertie et je suis psychothérapeute pour mieux accompagner les personnes sur Compostelle avec ce qu'elles sont. Et alors, en respectant le rythme et du besoin de chacun, c'est vrai qu'on a eu des personnes malvoyantes, on a eu des personnes avec 3 prothèses de hanche, donc on leur donnait la possibilité de le faire à mi-temps. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais une oreille itinérante et que je n'avais pas forcément les outils pour mieux accompagner ces personnes avec les difficultés qu'elles pouvaient avoir dans leur vie. Et du coup, je me suis formée en tant que psychothérapeute. J'ai créé un stage de psychothérapie. Aujourd'hui, nous avons des accompagnements adaptés et nous avons, dont je vais vous parler par la suite, tout de suite après, et des accompagnements aussi éphémères. On a des adhérents qui sont allés jusqu'à Compostelle. Ils ont bien aimé l'association Les Premiers Pas. Du coup, là, cette année, on propose Porto Santiago. L'année dernière, c'était la super variante. Voilà, on essaie de donner aussi à nos adhérents d'autres possibilités, d'autres solutions. Alors, pourquoi les accompagnements adaptés? Slide 5. J'ai été contactée par l'association Parkinson belge l'année dernière, il y a 3 ans, pour pouvoir accompagner ces personnes. Donc, ils sont venus, l'équipe, il y avait 10 participants atteints de la maladie de Parkinson. Et on avait un médecin, un infirmier, un kiné en neuro. Et cet accompagnement a été vraiment extraordinaire, autant dans les stages de psychothérapie ou même dans les stages ordinaires. Chacun vient avec son histoire, avec sa difficulté. Quelquefois, voilà, le chemin est cabossé et différent à différents endroits. Et là, en fait, c'était de regrouper une même problématique, une même maladie. Et je me suis aperçue que c'était extraordinaire, les échanges qu'il y a pu avoir. Il y avait des personnes qui venaient d'apprendre tout juste il y a 6 mois
d'être atteints de cette maladie, et d'autres qui avaient une expérience de 12 ans. Et ça a été vraiment extraordinaire de voir les échanges qu'il pouvait y avoir et la solidarité. Donc il y avait vraiment, d'abord elles ne se connaissaient pas, ça a permis de sortir de l'isolement, parce qu'on sait que la maladie, le handicap, la difficulté psychique isole. Connexion à la nature, c'était extraordinaire, comme un pèlerin ordinaire en fait. La nature, la marche répare. Voilà, c'était de recréer du lien social. Alors ce qui a été extraordinaire, c'est qu'au départ, donc il y a eu l'expérience Compostelle, et je me suis rendu compte en les accompagnant sur les seconds pas et les troisièmes pas l'année suivante, c'est qu'il y a eu cette expérience, puis après plein d'effets collatéraux, c'est-à-dire qu'il y a un des participants qui a dit « moi j'ai envie d'organiser des randonnées ». Donc en fait, il y a vraiment du lien social qui s'est mis en place toute l'année en fait, pour pouvoir vivre Compostelle. Donc ça a été une expérience extraordinaire. Et la kiné en neuro, en fait, c'était une professeure pour des étudiants en neuro. Elle me dit, mais moi, je pensais connaître cette pathologie. Et en fait, elle s'est rendue compte, parce qu'on dort avec eux, on a les mêmes chambres, que ce soit médecin, infirmier, kiné, on dort avec eux, on a des chambres partagées. Elle me dit, mais j'ai vécu 24 heures avec eux, et maintenant, je pensais tout connaître sur la maladie de Parkinson. Et en fait, non. Et elle est revenue. Qui viennent faire son bénévole, prennent sur leur temps de vacances. Elle est revenue l'année d'après avec un étudiant. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui autant on leur donne, mais ils nous apprennent tellement pour mieux ensuite les encadrer ou former des étudiants, en fait. Voilà. Cette expérience-là m'a tellement amenée, et je me dis, ouais, en fait, de pouvoir regrouper une même pathologie, alors une même difficulté. Donc je vous ai parlé de Parkinson, de fil de soie, mais ça c'est, voilà, en fait, de regrouper des personnes aidantes aussi, je souhaite vraiment, parce que dans ce groupe-là, il y a eu, il y avait l'infirmier qui était en même temps femme d'un participant, et ça lui a fait du bien de se retrouver avec d'autres aidants. Je me dis pourquoi pas créer un groupe spécial aidant. On va passer au slide 7. Donc, moi, maintenant, je suis psychothérapeute depuis 5 ans. Du coup, je vois les difficultés psychiques qu'il peut y avoir. Voilà, j'aimerais créer un groupe de personnes qui ont été abusées sexuellement. Un groupe de personnes endeuillées. Alors, ça a failli se faire, mais je me suis prise trop tard pour la communication. Comme de regrouper des personnes qui sont en deuil. J'avais 4 accompagnants, et en fait, financièrement, c'était pas possible de partir avec 4 personnes. De regrouper cette même difficulté. On sait que la nature se prépare, et de se mettre en route aussi. La marche amène psychiquement à se remettre en route. C'est vraiment un mouvement. Du coup, j'ai déjà une petite liste pour l'année prochaine. Et ensuite, on a aussi un accompagnement sourd et malentendant. Là, on a Christelle qui est perfectionnée dans la langue des signes. Donc, c'est vraiment un accompagnement de la personne, et pouvoir donner à ces personnes en difficulté, handicap ou psychique ou maladie, de pouvoir venir sur Compostelle. Donc, on essaie de se former, en tout cas, l'équipe accompagnante est formée mieux que... Voilà, j'essaye de les accompagnants qui viennent soient formés à l'écoute à la personne, et puis peut-être aussi avec d'accompagner une problématique spécifique. Je suis en train de me former sur le deuil aussi, pour encore mieux accompagner. Voilà, je suis en lien avec Vivre son deuil de Montpellier, la présidente, qui voudrait venir l'année prochaine accompagner le groupe. On va passer au slide 8. Pourquoi ces accompagnements adaptés? C'est de pouvoir donner la possibilité aux personnes en situation de handicap, maladie, difficulté psychique, de venir marcher sur le chemin de Compostelle à des fins de transformation, peut-être transformer son regard sur soi-même, sur le monde, qui puisse devenir positif, malgré la difficulté, le handicap, la maladie. À des fins de solidarité, j'ai vu comment le groupe était solidaire, des échanges, du lien social, retrouver ses ressources. Ces personnes ne pensaient jamais, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, mais c'était incroyable. Je pourrais en parler pendant des heures, de voir comment elles se sont surpassées, elles reviennent fières, solides, avec beaucoup de
de projet. En fait, ça les remet en projet. La confiance, du coup, de la reconstruction, de la réparation, du partage. Voilà, à plein de niveaux, c'est extraordinaire. Je peux en parler pendant des heures. Mais je ne vais pas en parler pendant des heures, vous inquiétez pas. Donc, en moyenne, notre impact depuis la création des premiers pas, on fait 25 départs par saison. Plusieurs milliers de marcheurs accompagnés depuis 2011, donc plus d'une centaine dans le cadre des accompagnements adaptés. Alors, il me reste un petit peu de temps et j'ai envie de vous partager deux très beaux témoignages. Sabine des premiers pas en 2025, donc un premier pas classique, puis on volait à noeud spinal sans accompagnement adapté. Un pas après l'autre, une marche qui, loin d'être seulement un enchaînement de kilomètres, a été une traversée intérieure, un souffle partagé, un pas vers l'autre et parfois un pas vers soi. Et puis Sophie, qui est atteinte de la maladie de Parkinson depuis 18 mois. La force et la bienveillance du groupe m'ont apporté tant de sources d'inspiration, m'ont aidé à progresser vers la résilience et à croire à un bel avenir malgré la maladie. Pourquoi partir avec les premiers pas? En fait, on est une loi 1901 sans but lucratif affiliée à la Fédération française de randonnée, donc qui nous donne légalement et juridiquement une reconnaissance. 15 ans d'expérience dans l'accompagnement de la personne, j'ai oublié de mettre sur le chemin de Compostelle, c'est vraiment de la personne. Une équipe formée et investie à cet effet, l'accompagnement de la personne, et un accompagnement dédié en fonction des besoins spécifiques du groupe. Donc ça, c'est vraiment mon petit dada, et de pouvoir m'adapter, adapter des itinéraires aux demandes que j'aurai. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et avec plaisir d'échanger avec vous. Voilà, sur toutes les questions, je suis disponible. Merci beaucoup, Juliette. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Alors, une personne qui dit « Je trouve cela formidable, bravo ». Et alors, s'il n'y a pas de questions, alors où est-ce que vous auriez aussi des questions de manière globale à propos du petit déjeuner, des précédents intervenants? N'hésitez pas, c'est le moment. Oui, on a une question de Michel Cabrol. Oui, Michel Cabrol, adjoint à la mairie de Concarrouergue. J'avais une question, moi, par rapport... nous, ici, on est dans des coins un peu très accidentés, où tout n'est pas possible, avec beaucoup de dénivelé. Est-ce qu'il existe des fauteuils roulants électriques rechargeables ou des goélettes qui seraient également électriques pour plus de facilité sur des chemins un peu qui ont vraiment du dénivelé, quoi, pour que ce soit moins pénible pour les accompagnants? Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Oui, alors ça s'appelle un Quadrix, c'est un petit engin avec 4 roues motrices et 2 batteries, et du coup ça va sur les fortes pentes et ça va partout. La personne est autonome, puisque du coup c'est comme un guidon de vélo pour passer les vitesses. Quand elle relâche ses freins moteurs, donc les 4 roues s'arrêtent en même temps. Et pour ceux qui ont des hémiplégies, on peut avoir une commande à droite ou à gauche. Et pour ceux qui ont un handicap un peu plus lourd, l'accompagnant peut avoir une commande derrière. Et c'est une autonomie de 8 heures, ça fait 70 km. Ma conjointe en possède un depuis peu, donc voilà. Merci. Quadrix, le seul, c'est assez gros, quoi. Enfin, ça passe pas sur des petits sentiers étroits, il me semble, c'est assez... Oui. Voilà. Et il existe aussi des motorisations sur les goélettes qui permet d'avoir une assistance électrique sur les goélettes. Donc, dans les montées, c'est très appréciable. D'accord, merci. Alors, il y a également une question dans le chat sur le nombre de personnes PSH faisant Compostelle chaque année. Ce nombre est-il en hausse? Alors, sur notre note de conjoncture, nous, on n'a pas de chiffres là-dessus.
Ça serait très intéressant d'en avoir. Après, c'est surtout les associations qui doivent, j'imagine, comptabiliser un petit peu, mais c'est vrai que ça pourrait être une donnée à rajouter dans la prochaine note de conjoncture. Alors, côté des associations jacquaires, on tient pas une comptabilité des personnes qui ont des handicaps, mais on constate quand même une plus grande variété de candidats pour voir marcher. Notamment, moi, j'étais frappé cette année d'une demande beaucoup plus nombreuse de candidats qui ont des troubles psy, qui demandent à marcher. On a toujours autant de demandes d'aveugles ou de personnes qui ont des hémiplégies ou autres. En revanche, qui nécessitaient en tout cas des joëlettes. Mais c'est sur les troubles psy, je trouve qu'il y a de plus en plus de demandes. D'accord, merci. Et donc, il y a une autre question. Est-ce que vous avez de la visibilité sur les établissements recevant du public accessibles sur le long du chemin de Compostelle? Alors, je sais que nous, on essaye un petit peu au niveau des hébergements à recenser également ceux qui sont handicap, mince, j'ai perdu le mot, le label handicap également. Ça, c'est important. Mais après, sur tous les établissements, pas spécialement. C'est vrai que c'est des choses qui seraient à creuser encore davantage. On n'a pas mené d'études complètes sur les chemins de Compostelle pour savoir quel établissement pouvait recevoir des personnes en situation de handicap, mais c'est vrai que ça serait très intéressant. Oui, totalement. Je peux apporter un complément de réponse parce que Oui, quand bien on se sûr. déplace à 40, c'est un gros groupe et on a énormément de difficultés à pouvoir trouver des moyens d'avoir des étapes avec des gîtes, avec installation PMR quand on est aussi nombreux. C'est quasiment impossible d'en trouver pour chaque étape. On est obligé d'adapter une logistique différente de type ONG avec nos tentes qu'on déplace pour ça. D'accord. Oui, oui, c'est... Le chemin est un peu sous-équipé pour les gros groupes. Alors, Stéphanie souhaitait Oui. prendre la parole. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à la question du nombre de personnes qui pouvaient partir avec un handicap. Il y a aussi la notion, il faut en tenir compte, je pense aussi dans vos différentes expériences, c'est qu'une personne handicapée, alors si elle a un fauteuil, forcément c'est visible, c'est plus facilement repérable, entre guillemets, et du coup, va plus facilement en parler. Une personne qui a un handicap qui est invisible, et on a le cas là dans le groupe de Compostelle qui va partir, il y a des personnes qui ne souhaitent pas partager à tout le monde leur handicap. Donc, même si elles viennent faire le PLPMR, par exemple, elles ne nous disent pas tout de suite j'ai un handicap. C'est parce qu'on a développé une certaine relation avec les personnes qu'à un moment donné, on nous dit bon, je vous en parle quand même parce que voilà, il peut y avoir telle et telle chose, mais c'est pas forcément dit tout de suite en fait. Donc il y a aussi cette notion, je pense, qui est importante à développer dans tous les réseaux qui existent, que ce soit Compostelle et d'autres, de dire il faut ouvrir à tous les handicaps et que cette vision de pouvoir donner la parole et d'ouvrir cette parole-là parce que, effectivement, pour des comptabilisations, etc., c'est compliqué. Et en fait, ces personnes-là, du coup, n'ont pas la formation parce que, finalement, comme on ne les connaît pas, on ne peut pas savoir quels besoins elles ont aussi. Donc, c'est autant important, je pense, à développer aussi. Voilà. Donc, c'est un chiffre, à mon avis, qui est compliqué à trouver. Du coup, nous, de toute façon, effectivement, on n'a pas forcément ces chiffres-là, quoi, déjà, de base. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce complément de réponse. On a également Cécile qui souhaite prendre la parole. Oui, par rapport aux ERP donc accessibles le long du chemin. Donc nous, à Martres-Tolosane, on est sur la Via Garona, donc il y a une variante, et l'Office de tourisme, et on est sur la communauté de communes Cœur de Garonne, et je sais que l'Office de tourisme intercommunal fait un listing, justement, un état des lieux lieux qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. L'Office de tourisme fait également des démarches pour avoir le label tourisme et handicap je pense sur les 4 handicaps d'ailleurs. Donc auprès de l'Office, on peut avoir une liste des lieux qui sont accessibles. Alors après, en effet, comme vous disiez,
Christophe, quand c'est des gros groupes, forcément, c'est plus compliqué, mais sur certains lieux comme des musées ou quoi, on peut diviser les groupes. Enfin, nous, ça nous est déjà arrivé d'accueillir des groupes avec des personnes en fauteuil, des personnes non-voyantes, etc., etc. Donc, on s'organise des fois en divisant les groupes. Après, c'est vrai que les lieux d'hébergement, il y a des lieux qui sont accessibles, mais peut-être pas pour des groupes complets. C'est toujours le problème. Mais en tout cas, voilà, je sais que les offices de tourisme, de leur côté, font un état des lieux, des hébergements, lieux à visiter, ateliers, parce que nous, on a par exemple des ateliers de métiers d'art, quoi. Et donc, on fait des listings pour voir ce qui est accessible ou pas. Voilà. Oui. Et en plus de ça, on vient, nous, de lancer notre nouveau site internet. On utilise les données Data Tourisme, donc peut-être qu'on pourrait croiser justement les hébergements qui sont sur les chemins avec ce fameux listing des offices de tourisme qui rentrent ces informations-là dans leur base de données. Ça serait intéressant pour avoir une photo plus visuelle, justement. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, mais avoir une meilleure visibilité sur les zones accessibles en France le long des chemins. Que ce soit les territoires, soit les destinations, soit les hébergements, etc. Les restaurants. Alors, il me semble qu'il y avait une autre question dans le chat. Faut-il utiliser les tours de cou tournesol pour les handicaps invisibles comme dans les aéroports? Alors, donc, j'ai pas connaissance de cette action. Est-ce que la personne qui a... Ah oui, elle a mis une vidéo juste en dessous. Donc, je regarderai la vidéo juste après le webinaire pour m'informer sur cette action. Alors, vous pouvez croiser. Accès libre, donc c'est une plateforme de l'État qui recense les ERP accessibles. Donc oui, ce serait intéressant également de croiser les informations. Une autre question, il y a beaucoup d'acteurs assos ou autres permettant de faire Compostelle en tant que personne oui, en situation de handicap, excusez-moi. L'agence est-elle en mesure de conseiller les personnes vers les bonnes propositions en fonction de son handicap, ses attentes, la taille du groupe, etc. Peut-on le suggérer? Alors, je ne sais pas si Laure a la réponse. Oui. Alors déjà, on va être très humble. On n'est pas du tout des experts dans le domaine. C'est un sujet dont on s'empare parce qu'il nous paraît important. Mais par contre, vous avez un panel d'acteurs ce matin qui ont une vraie expertise sur le sujet. Et ce que nous pouvons faire de manière très concrète, c'est vous mettre en relation en fonction de vos problématiques avec l'organisme qui va pouvoir vous apporter les réponses les plus appropriées. Pour être tout à fait honnête, on a besoin de se former aussi pour être pertinent sur ce sujet. Donc moi, j'ai beaucoup appris grâce aux intervenants de ce matin que je voulais remercier parce que vraiment, chaque intervention a apporté sa pierre à l'édifice et ses solutions et un grand merci pour ça. Et voilà, on est à votre disposition pour faire le lien et n'hésitez pas si vous avez des formations à nous proposer au sein de l'équipe, on est tout à fait partant. Voilà, et je vois effectivement que les personnes commencent à nous quitter. Et Manon, déjà, je vais commencer par te remercier d'avoir coordonné ce petit déjeuner avec les acteurs voilà, qui sont intervenus. Un grand, grand merci aux intervenants, vraiment, à tous, pour votre engagement d'abord et pour avoir accepté de vous exprimer. On mettra en lien tous ceux qui le souhaitent avec les intervenants, si besoin était. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux à ce petit déjeuner. On est monté à 45 personnes. J'avoue qu'effectivement, c'est un nouveau record pour nous. Donc, on est ravis, ravis. Et donc, je vais me permettre de partager mon écran pour annoncer le prochain petit déjeuner. Prochain petit déjeuner 8 septembre, donc à la rentrée, à 9h, sur un thème différent qui est Petite cité de caractère, plus beau détour en France commune halte, des démarches en synergie pour valoriser le patrimoine et développer les services au cœur des communes. Voilà, c'est un petit clin d'œil au thème des Journées européennes du patrimoine qui porte sur le patrimoine architectural.
Voilà, et on sera ravis d'accueillir donc des représentants à la fois de petites cités de caractère et à la fois des plus beaux détours en France. Voilà. Merci à vous d'avoir été présents. Nous vous donnons rendez-vous le 8 septembre. Donc, nous allons diffuser le lien d'inscription sur nos canaux habituels. Et à très bientôt. Voilà. Encore merci voilà, de participer à ces petits déjeuners virtuels. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.